Bonjour à tous, j'espère que vous me recevez. Bonjour, Régine. Oui, très bien pour moi, en tout cas. Bonjour, bonjour, pareil pour moi. Ok. Pareil pour moi. En tout cas, c'est un plaisir de recevoir Goré, Paul et Maïmouna Zahara dans ce deuxième talk de l'année QVCT pour échanger sur un thème qui nous tient particulièrement, le thème de l'onboarding que nous n'avons pas très souvent l'habitude d'implémenter dans nos entreprises. Pourtant, c'est un outil assez intéressant, un outil assez important. Donc, nous allons laisser juste 2 à 3 minutes à quelques personnes de nous retrouver. Il est 15h05, donc nous démarrons à 15h07, 8, parce que nous avons beaucoup de choses à nous dire et nous ne voulons pas laisser le temps passer. Raïssa, tu es là? Oui, Régine, je suis là. D'accord. Donc, Raïssa se chargera de modérer cette section. Euh, Bonsoir à tous. Bonsoir, Aïssa. Bonsoir, Monsieur Lisa. Gabriel Kamara. On va commencer par dire bonsoir à tous ceux qui sont déjà là. Je vois, il y a Emmanuel qui est là, il y a Monsieur Yacoub qui est là, il y a Monsieur Konaté, il y a Frédéric King qui est là également, il y a Madame Bossine. Donc, on vous dit bienvenue pour ce deuxième webinaire de l'année. Nous sommes très, très heureux d'être en votre présence. Aujourd'hui, comme nous l'avons dit précédemment, le thème portera sur comment passer de l'inconfort de l'onboarding à l'engagement des collaborateurs. Nous savons bien évidemment que l'engagement des collaborateurs est un enjeu très important pour la performance de l'entreprise, mais surtout pour le bien-être des employés. Donc, encore une fois, merci à Madame Jarret et à Monsieur Paul, voilà, d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Et puis, Pareil. nous sommes certains que l'échange sera fructueux pour tout le monde. On va continuer à dire bienvenue à ceux qui nous rejoignent actuellement. Il y a Ngoran qui est là également. Donc, bienvenue. Donc, n'hésitez pas à partager dans le conversé vos différentes attentes par rapport à ce thème. Quand vous avez perçu le sujet, comment est-ce que vous le percevez? Avant déjà que nos différents invités puissent donner leur avis, quel est votre avis par rapport à ce sujet? Qu'est-ce que vous en pensez? Et puis à la fin également, on aura des questions pour savoir est-ce que l'idée que vous aviez de l'engagement des collaborateurs et de l'onboarding, est-ce que c'est effectivement cela? Ou alors il y aura en plus que vous gagnerez parce que c'est tout ce qu'on souhaite, que tout le monde, à la fin de ce partage, puisse rentrer vraiment avec plus de valeur, avec une nouvelle approche et avec de nouvelles idées. Donc, n'hésitez véritablement pas à laisser déjà un message dans le conversé pour nous dire. On va continuer dans le même élan à remercier ceux qui nous rejoignent actuellement. Je pense que il est déjà 16h08. Régie, nous on va pouvons lancer. démarrer pour gagner en temps. D'accord. Alors, cette édition, ou bien ce moment se veut totalement interactif. Donc, on va vous poser des questions. Vous allez essayer de nous éclairer par rapport aux différentes idées que nous avions. Je vais commencer, les dames d'abord, par
Madame Diarra. Alors, pouvez-vous vous présenter pour que tous ceux qui sont là sachent qui vous êtes et leur parler? Très bien. Bonsoir à tous. Donc, je suis Maïmouna Diarra. Donc, je vais me présenter professionnellement. J'ai un peu plus de 30 ans, quelques 30 années d'ancienneté derrière moi. Donc, j'ai commencé ma carrière comme professeur d'anglais. J'ai enseigné pendant 6 ans. Et ensuite, j'ai passé des tests et je suis rentrée dans une entreprise multinationale où j'ai commencé aux ressources humaines comme assistante. Et j'ai passé plus de 16 ans dans cette entreprise-là, au département des ressources humaines. Donc, j'ai vraiment tout fait, hein, de Comp and Ben à Compensation and Benefits, Development, tout, un peu de tout. Et donc, j'ai fait quelques entreprises multinationales, donc comme Coca-Cola, comme Unilever, comme Danone, comme Philippe Maurice, MTN. Voilà, donc j'ai fait au cours de ces années-là. Et puis, depuis l'année dernière, depuis le début de l'année 2022, je me suis installée à mon compte comme consultant en ressources humaines. Donc voilà, j'accompagne des entreprises et des personnes en coaching, mais du coaching de performance en entreprise. Voilà, Merci infiniment, Madame je vous Diarra, en pour cette prie. présentation. Je pense que tout le monde sait maintenant qui est en face et véritablement la valeur que nous allons recevoir à la fin de ce webinaire. Je vais donner également la parole à M. Goré. Il a même déjà activé le micro. Donc, pour se présenter également. D'accord. Je tiens à saluer toutes les personnes présentes et je suis Goré Paul Richemont Irier. Je totalise 14 ans d'expérience professionnelle. J'ai fait un peu plus de 10 années en relation clientèle, particulièrement en tant que business développeur, chef d'équipe commerciale. Depuis un peu plus de 3 ans, je me suis orienté au niveau des ressources humaines, particulièrement au niveau du recrutement et du développement RH concernant la rétention et l'attraction des talents au niveau d'une entreprise. Là, je suis présentement consultant au niveau de Talent de Côte d'Ivoire depuis maintenant près de 6 mois. À côté de cela, j'accompagne particulièrement les jeunes diplômés sortis de l'école ou les juniors dans leur recherche d'emploi et dans leur recherche de mobilité en termes de progression au niveau de leur carrière. Voici un peu présenté brièvement celui qui vous parlera un peu de l'outboarding ce soir. Merci infiniment, Monsieur Goré. Comme Madame Diarra, une belle présentation avec beaucoup d'années d'expérience. Donc, je suis totalement certaine que personne ne va rentrer chez lui comme il est arrivé, comme on dit généralement. Voilà. Donc, après les phases des présentations, on va maintenant essayer d'entrer progressivement dans le vif du sujet qui nous réunit aujourd'hui. Je vais reprendre. Tu m'as oublié. Je fais ça. Désolée, Régine. Qui est également celle qui nous reçoit aujourd'hui. Régine va également se présenter vraiment. Désolée. Donc, je vais lui laisser la parole. Ok, bonjour et merci à tous. Moi, je suis Régine Love Moukete, consultante qualité de vie au travail. Donc, c'est un métier de passion, c'est un métier de reconversion comme je fais aujourd'hui, comme peut-être le parcours de Madame Diarra intéressant. Moi, au départ, j'étais logisticienne et je m'ennuyais. Je m'ennuyais dans le boulot que je faisais. Je n'aimais pas que j'aimais pas, mais je m'ennuyais. Et un jour, j'ai découvert ce métier et je l'ai adopté, je l'ai aimé. Et ce métier fait partie de moi, quoi. Donc, je suis consultante qualité de vie au travail et bien-être au travail. Donc, voici un peu ce que je fais au quotidien. Je forme des Chief Happiness Officers, des responsables qualité de vie au travail et responsables expérience collaborateur. Donc, pour l'instant, je gère le cabinet Régine Pro et Raïssa, qui est notre Chief Digital Marketing là. Et merci
à nos invités qui ont bien voulu partager de ce thème. Merci beaucoup et à tous les participants qui sont connectés, nous vous remercions pour votre temps que vous prenez. Donc, ce qui veut dire que ce thème il est très important pour vous et nous espérons que pendant ces 45 minutes, nous vous donnerons beaucoup de clés et beaucoup d'éléments vraiment pour déployer cet outil dans vos entreprises. Merci. Merci, Régine. Donc, je vais continuer dans le même élan que j'avais déjà pris. Voilà, après la présentation de nos invités, de Régine qui est là également, on va directement essayer d'entrer progressivement dans le vif du sujet. Déjà, comme je le disais tout à l'heure, le thème qui nous réunit, manager, comment passer de l'inconfort de l'onboarding à l'engagement de vos collaborateurs. Je vais toujours donner la parole en premier aux dames, Madame Diarra. Alors, Merci. selon vous, qu'est-ce que l'onboarding des collaborateurs et pourquoi ce sujet est-il d'actualité de nos jours en entreprise? Alors, l'onboarding, je dirais que c'est l'étape la plus importante lorsqu'une personne intègre une entreprise. Hein, c'est inutile de le dire, hein. Je pense que tout le monde le sait, c'est pour ça que nous sommes là ce soir. C'est parce que la première image que l'entreprise donne, c'est lorsqu'on intègre l'entreprise. Et il faut comprendre que cette image-là, il y a une image de… L'entreprise cherche à voir l'image de l'employé, mais l'employé également cherche à voir l'image de l'entreprise. Donc, c'est vraiment la prise de contact. Et si cet onboarding est bien suivi et est bien organisé, en ce moment-là, c'est vraiment un gage de rétention de cet employé-là. Et même si l'employé ne reste pas, c'est toujours gage d'une très bonne image de l'employé vis-à-vis d'autres parties, des autres employés et puis de l'extérieur également. Voilà. Je ne sais pas si je dois continuer pour aller plus loin ou je vais laisser également M. Paul Richemont dire quelque chose en entrée. Et on va également lui laisser je vais également reposer la question s'il me le permet. Donc, je disais, la toute première question que je vais vous poser, c'est qu'est-ce que l'onboarding des collaborateurs et pourquoi ce sujet il est d'actualité dans nos entreprises? D'accord. Je vais aller un peu dans le même sens que Madame Diarra, mais ce que j'aimerais ajouter, c'est que je vais parler de façon imagée. On ne peut pas rentrer en collaboration avec un individu, avec une entité, sans interaction. Imaginez que vous rentriez dans une pharmacie et que vous voulez acheter un médicament. Et lorsque vous rentrez dans la pharmacie, celle qu'on comptoir, quand vous dites bonjour, elle vous dit un bonjour lapidaire et elle tourne fouiller au niveau des rayons. Je ne pense pas que vous resterez dans cette pharmacie. D'où vraiment l'importance de l'onboarding. C'est autant, comme Madame Diarra l'a dit tout à l'heure, une mise en relation, c'est-à-dire un contact entre l'entreprise et le nouveau collaborateur ou la nouvelle collaboratrice. C'est un temps d'observation, un moment où on apprend à se connaître, on apprend à se découvrir. Voilà, donc il est vraiment important et il est toujours d'actualité dans un monde où vraiment le recrutement est devenu mondial. Aujourd'hui, quel que soit où vous vous trouvez sur la planète, on peut vous recruter pour un poste, que vous soyez au Cameroun ou en Côte d'Ivoire, on peut vous recruter, peu importe où vous vous trouvez. Donc, il est vraiment important pour attirer, pour fidéliser les employés et les collaborateurs qu'on a. Parce que ce que je peux dire d'entrée. Merci infiniment. Je vais directement rebondir. Vous avez dit attirer, fidéliser les collaborateurs. Je vais prendre ce que Mme Diarra a dit, la rétention des employés, voilà, la mise en relation, de nouveaux contacts, apprendre à se connaître, donc les premières impressions, et puis pouvoir garder les talents. Donc, je pense que c'est ce qu'on va retenir de cette première question. N'hésitez pas, voilà, à tous ceux qui nous suivent, d'écrire vos questions. Vous aurez vraiment l'occasion de poser vos questions à nos invités pour avoir plus de détails. Donc, on va aller dans le même sens. Et maintenant, vu qu'on a déjà d'entrée de jeu dit que voilà, l'onboarding, c'est important, c'est d'actualité. Et puis, voilà,
c'est la première impression. Maintenant, par rapport à l'entreprise, quel est l'enjeu de l'onboarding pour l'entreprise en premier, les managers, les collaborateurs et puis l'onboarding digital. Donc, notre question est la 4 volets. Je vais commencer progressivement. Quel est l'enjeu de l'onboarding pour l'entreprise? Je vais laisser cette fois la parole à M. Goré pour qu'il commence. Voilà. Donc, quel est l'enjeu de l'onboarding pour l'entreprise, pour les entreprises? D'accord. Pour l'entreprise, l'enjeu est de pouvoir vérifier d'abord si le recrutement, parce que l'onboarding part depuis le recrutement. Parce que vous savez que dans le processus de recrutement, il y a l'intervention du manager qui fait son besoin en recrutement et il y a l'analyse du service RH ou du département RH, plus précisément au niveau du recrutement, de la cellule de recrutement. Et ensemble, les idées sont conciliées pour chercher le candidat. Donc, pour l'entreprise, il va sans dire que si elle a clairement défini son besoin en recrutement, elle sera à même d'attirer le bon candidat et le candidat qu'il lui faut. Donc, pour l'entreprise, c'est vraiment important d'attirer les candidats et durant l'intégration, les informer sur leur mission, leur objectif et surtout essayer de faire en sorte qu'ils prennent en main les outils nécessaires à l'atteinte des objectifs, à l'accomplissement de cette mission-là. Et si tout cela est bien fait, vous aurez une meilleure rétention de vos collaborateurs, puisqu'ils se sentiront à l'aise. Ils sentiront un environnement de travail convivial, un environnement de travail dans lequel ils se sentent épanouis. Donc, par ricochet, ils décideront de donner d'eux-mêmes, de donner de leurs compétences et cela va engendrer l'augmentation, la productivité, la performance au niveau de votre entreprise. Voici ce que je peux dire concernant les avantages au niveau de l'entreprise particulièrement. D'accord. Merci infiniment, M. Boré. Donc, avant de revenir pour le deuxième volet de la question, je vais laisser Mme Jara également nous donner les détails par rapport à cela. Alors, je reviens à quelques statistiques internationales qui ont été conduites et qui nous disent qu'il y a à peu près 50% de recrutements que nous faisons qui sont de mauvais recrutements. Et le taux est énorme. C'est un taux énorme. Alors, c'est inutile de mettre tout, comme M. Goré a dit, tout un arsenal est mis en place pour trouver le meilleur candidat. Et ce serait dommage pour l'entreprise au moment du recrutement de penser que le recrutement est tout ce qu'il faut faire, en fait. Au moment du recrutement, il faut maintenant avoir un vrai plan de onboarding pour que cette personne reste dans l'entreprise. Et c'est au moment où vous écrivez votre plan de onboarding que vous allez voir de quoi est-ce que ce nouvel employé a besoin pour se sentir à l'aise dans l'entreprise qu'il vient d'intégrer. Et s'il ne se sent pas à l'aise, nous savons comment est-ce que ça va se passer. C'est un processus continu qui fait complètement partie du recrutement. On ne s'arrête pas au recrutement, c'est vraiment l'onboarding et tout le programme qu'on peut déployer après pour le faire qui donne cette valeur-là à l'entreprise et ce moyen pour l'entreprise de dire, voilà, j'ai recruté quelqu'un. C'est même une période d'essai également aussi, légalement. Est-ce que j'ai recruté la bonne personne? Est-ce que je lui ai donné tous les outils pour qu'il puisse s'intégrer du point de vue professionnel, mais également du point de vue humain au sein de cette entreprise? C'est là que ces vraies questions se posent. Et c'est critique pour l'entreprise qui met beaucoup d'argent dans le recrutement. Le recrutement, c'est quelque chose qui coûte énormément, non seulement en termes de temps, en termes d'argent. Et voilà, donc il faut mettre cela à profit.
et puis s'assurer que ce qu'on a fait comme recrutement sert à quelque chose ensuite. C'est vraiment une continuité. Vous m'arrêtez sur cette question-là. On ne vous entend plus, Raïssa, votre micro est fermé. Le temps que, je crois, un problème de Je pense que c'est connexion. un problème de connexion. Donc, le temps que Raïssa se reconnecte, que sa connexion soit plus efficace. Je voudrais aussi rajouter que c'est vraiment important. Pour moi, je dirais même c'est le moment en fait où l'entreprise décide de respecter son engagement déjà. Parce que très souvent, comme tu le dis, Maïmouna, on vend beaucoup de choses au recrutement. On vous promet beaucoup de choses déjà, le salaire, vous serez à l'aise dans l'entreprise, vous verrez. Donc, c'est de respecter déjà cet engagement de recrutement, en fait. Cet engagement qu'on prend avec le collaborateur. Parce que je pense que lors d'un recrutement, aucun recruteur ne peut dire à un collaborateur, ici, tu te sentiras mal. Ici, tu sais, ça ne sert à rien de travailler ici. On donne toutes les promesses, en fait. On donne toutes les promesses, ça va aller. Nous espérons que tu vas vraiment te développer ici. Donc, moi, je pense que c'est aussi pour l'entreprise une période de respecter cet engagement prise lors du recrutement. Donc, c'est déjà ça le premier volet en termes de l'entreprise, c'est de véhiculer cette image que ce que nous avons dit, ce que nous avons pensé, tout ce que nous avons vanté, voilà, c'est le moment déjà de prime abord que tu commences à constater qu'effectivement, nous ne sommes pas des vendeurs d'illusions, que nous avons réellement besoin de toi. Parce que décider de recruter un collaborateur, ça veut dire que nous avons besoin de ce collaborateur. Nous voulons faire partie, nous voulons qu'il fasse partie de notre voyage d'entreprise. Donc, on ne va pas recruter un collaborateur et 2 jours après, on ne met pas des outils, on ne met pas des petites actions pour lui montrer que non, tiens, ton recrutement, le fait que tu sois là, ce n'est pas hasardeux, c'est parce que nous avons réellement besoin de toi. Mutuellement, nous comptons sur nous et puis trouvons comment ensemble, comme l'a dit, trouvons comment ensemble nous pouvons, pour cette première période déjà, se connaître. Parce que c'est un temps pour l'entreprise, comme Raïs a posé la question sur l'entreprise, c'est de montrer déjà aux collaborateurs, aux nouveaux collaborateurs ou bien celui qui est parti depuis, que voilà, tu as toute ta place et que nous sommes disponibles à respecter notre engagement recrutement. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire par rapport, rajouter. Raïs, c'est bon, tu es là? C'est bon, Régine, merci infiniment d'avoir été passée en quelques défis de connexion, mais c'est résolu. Je suis là à nouveau. Ouais. On a vraiment essayé de parler déjà, je disais tout à l'heure, l'enjeu par rapport aux entreprises. Maintenant, on va aller vraiment en échelle. Maintenant, par rapport aux managers, quel est l'enjeu de l'onboarding par rapport aux managers en entreprise? Donc, je vais laisser Madame Jara prendre la parole. OK. Je ne vais pas me limiter au manager. Je pense que je vais englober le manager et l'employé et le nouvel employé lui-même. Parce que l'onboarding, il vient non seulement du manager, mais de l'entreprise, etc. Alors, il faut considérer que l'onboarding, c'est la première image. D'abord, l'employé est reçu. Il est reçu par qui? Alors, bien souvent, on se dit que l'onboarding, c'est le travail des ressources humaines. Mais je voudrais rappeler à chacun que nous tous, nous travaillons avec des ressources humaines au sein d'une entreprise. Donc, il y a différents volets qui doivent être considérés lorsque nous entamons un processus de onboarding. Il y a, c'est vrai, l'entreprise même qui reçoit, qui va être représentée par le département des ressources humaines et qui a sa partie d'onboarding à faire. Donc, pour tout ce qui concerne le bureau, comment s'installer, quelle est votre équipe, c'est la présentation, tout ce qui concerne l'administratif va revenir aux ressources humaines. Ensuite, il faut intégrer cet employé au sein de son équipe à elle-même. Et c'est là que le rôle du manager est crucial. Il ne faut pas laisser un onboarding se faire de A à Z par le département des ressources humaines, parce que ce n'est pas là que l'employé va évoluer. L'employé va évoluer au sein d'une équipe. Et c'est cette équipe-là, une fois que vous transférez cet employé dans cette équipe, le rôle du manager intervient directement en deuxième position, mais c'est le rôle le plus important. Parce que ce manager-là sait exactement, dans le cadre du travail au quotidien, il connaît les autres membres de l'équipe, il sait exactement qu'est-ce qu'il faut à cet employé
au poste où il est, que ce soit techniquement ou personnellement au sein de l'équipe, ce qu'il faut à cet employé pour évoluer. Donc, en général, au département des ressources humaines, ce que moi j'ai eu l'habitude de faire, c'est de faire le général, le générique, ce qui est générique à tout le monde, et de travailler sur un plan spécifique avec le manager qui va me dire, bon, il a besoin de visiter l'usine, il a besoin de connaître telle et telle chose en matière de contrôle qualité. En fait, tout ce qui est technique vient du manager et c'est extrêmement important parce que c'est là que le nouvel employé va évoluer et c'est là qu'il doit se sentir bien sur le plan technique et sur le plan humain. Voilà, pour l'instant. Merci infiniment. Il y a Frédéric Kinguet qui disait dans le conversé, merci Madame Diarra, et il s'apprêtait à poser cette question. Donc, je crois qu'on évolue bien. Je vais également laisser M. Goré nous donner également son point de vue par rapport à cela. D'accord. Il faut dire que l'onboarding ne concerne pas uniquement les ressources humaines. Moi, je dirais que toute entreprise est concernée, en particulier le service ou le département où va évoluer la nouvelle recrue. Et comme je le disais, depuis le recrutement, le manager est impliqué et l'onboarding est préparé même depuis le recrutement. Donc, le rôle du manager est important dans la réussite de l'onboarding. Parce que, comme le disait Madame Diarra tout à l'heure, c'est là que la nouvelle recrue va évoluer. C'est là qu'elle va grandir. C'est là elle va se construire. Voilà. Donc, le manager, il doit préparer l'arrivée de la nouvelle recrue au niveau de son équipe, vraiment en amont. À la limite, présenter, dire la date à laquelle cette recrue-là doit commencer, tout et tout. Il doit préparer en griffe le terrain avant même que la nouvelle recrue n'arrive, pas le jour J. Voilà un peu ce qu'il doit faire au sein de son équipe. Et puis, comme il connaît mieux les membres de son équipe, si besoin est, il va confier cette nouvelle recrue-là à un membre de cette équipe-là. Vraiment, il faudrait également dans ce choix-là que ça soit quelqu'un d'engagé. Il ne faudrait pas choisir un membre de l'équipe pour la choisir. Sinon, auquel cas, votre onboarding au sein de l'équipe sera carrément biaisé. Ça sera un destructeur plus qu'un constructeur, en tout cas, de votre onboarding. Voilà un peu ce que je peux dire concernant le manager. Merci. On va continuer avec Régine. Maïmouna, c'est vrai que dans les entreprises, souvent, il y a des programmes qui sont établis, mais après, c'est de le personnaliser. Pourquoi? Parce que nous avons des personnes aux personnalités, des profils aux personnalités différentes. Donc, ça ne doit pas être du copier-coller. Comme on a dit, quand il arrive, on va à gauche. Le manuel qui est dans les entreprises doivent déjà avoir un manuel parce qu'il faut une base pour rappeler peut-être les différentes étapes que peut faire un collaborateur et l'entreprise pendant la période d'intégration. Mais après, il faut toujours ouvrir. Il faut toujours ouvrir dans la mesure où il faut que le collaborateur se sente aussi intégré dans cette période. Sinon, il a l'impression qu'on lui donne une ligne directive et il commence rapidement à ne plus devenir acteur, en fait. Rapidement, il commence à subir il commence à subir même l'intégration. Il ne se sent pas acteur et il a l'impression que c'est à l'entreprise de tout faire pour qu'il s'intègre, en fait. Pourtant, il a sa partie à faire. Et c'est souvent ça l'un des réels problèmes à l'intégration. On donne toute une ligne de conduite aux collaborateurs. Aujourd'hui, tu vas à gauche, aujourd'hui, tu vas à droite, ainsi de suite. Et après, le jour où on lui dit rien, il est assis. Pourtant, à un moment donné, il faut moduler les choses. Il faut moduler les choses. Donc, voici ce que nous proposons en termes d'intégration. Peut-être partie 1, qu'est-ce que tu peux proposer? Partie 2, tu peux proposer quoi, etc. Pour qu'il comprenne qu'il fait partie de son intégration. Pour qu'il comprenne que l'intégration, lui aussi, il doit agir dans cette période
où on apprend, où l'entreprise comme lui, les deux acteurs apprennent à se découvrir. Donc, on ne doit pas faire l'un sans l'autre, mais il doit juste avoir une base qui est très importante. Parce que si cette base de documents, s'il n'y a aucun document, hein, d'office, on oublie même de faire parce que tout ce qui n'existe pas, c'est oublié. S'il n'y a même pas déjà une base, où c'est écrit quelque part pour, dans l'entreprise, quand un collaborateur arrive, il faut l'intégrer. D'office, on ne l'intègre pas. On le reçoit le premier jour et basta. Nous devons continuer. Donc, pour le collaborateur, c'est important de trouver une base, mais qui doit réellement agir, proposer des actions qui doivent être suivies et après les valider, quoi. Et qu'on peut améliorer parce qu'on peut proposer des actions et après, on a l'impression que ce soit chez le collaborateur ou l'entreprise, que ça ne cadre pas, que ça ne nous aide pas ensemble mutuellement à évoluer et vite fait, on essaye d'améliorer, mais c'est 50-50. Moi, je ne dirais pas c'est l'un qui doit faire 60 et d'autres, mais c'est 50-50. Parce que autant l'entreprise souhaite respecter son engagement de recrutement, autant elle souhaite aussi que le collaborateur respecte son engagement de recrutement, en fait. Son engagement qu'il a pris lorsqu'on le recrutait. Parce que quand on le recrutait, il a aussi promis, il est passé par certaines phases où il a fait des promesses, où on a vu son engagement et on s'est dit, tiens, on le prend parce qu'il peut accomplir quelque chose. Parce qu'ensemble, avec lui, nous pouvons atteindre tel niveau. Donc, que ce soit chez l'entreprise, au niveau de l'entreprise, que le collaborateur, chacun doit essayer pendant cette période de respecter cet engagement et c'est mutuel, en fait. Il faut arriver à coordonner ensemble. D'accord. On évolue de plus en plus. Il y a dans le conversé, vraiment Frédéric qui revient encore, il dit il est d'accord avec Régine, les livrets d'accueil tendent à disparaître dans les entreprises, ce qui est un gros risque. Donc, merci infiniment pour le retour, Frédéric. Donc, de cette question, on va véritablement retenir qu'il faut préparer voilà, l'arrivée du collaborateur. Ça incombe le manager et puis l'équipe dans laquelle l'employé va se retrouver. L'onboarding ne va pas commencer, comme vous avez dit, le jour de l'arrivée de l'employé, mais ça va se préparer à l'avance. Et puis, on va mettre tous les moyens nécessaires, tous les outils dont il aura besoin. On va un peu changer, pas changer de sujet, mais changer un peu de dimension. Là, on parlait de l'onboarding en termes général. Avec l'avènement de la COVID, il y a de nouveaux moyens qui ont été mis en jeu. Et maintenant, on va parler d'onboarding digital. Alors, comment, par rapport à tous ces changements-là, quel est l'enjeu de l'onboarding digital en entreprise? Et puis, comment les entreprises pourraient s'adapter face à ces différentes situations-là? Donc, Monsieur Goré, par rapport à l'onboarding digital, voilà, les nouveaux changements, les nouveaux outils, voilà, quel est votre avis par rapport à cela? Concernant l'onboarding digital, comme on le constate, hein, le digital s'est invité dans tous les métiers. Donc, les ressources humaines ne vont pas déroger à la règle. Mais je pense qu'il faut combiner l'onboarding digital avec l'onboarding, je vais dire, si on veut, à l'ancienne, si on peut dire comme ça, à l'ancienne. Voilà, parce qu'il est important. En société, en entreprise, il est important de garder les richesses humaines, c'est-à-dire le contact humain. C'est vrai qu'au niveau de l'onboarding digital, il y a des processus qui seront accélérés grâce au digital, mais il ne faut pas perdre vraiment le contact humain autant que faire se peut. Voilà. Vraiment, voilà ce que je voudrais dire concernant l'introduction de l'onboarding digital au niveau des entreprises. Voilà. Mais il est important de vraiment, il y a certains processus au niveau de l'onboarding, s'ils sont digitalisés, ça permet d'aller plus vite. Mais par contre, il y a certaines parties dans le plan de l'onboarding où il faut la présence physique des uns et des autres pour que la personne se sente dans un environnement et la personne
se sentent avec des humains, si je peux m'exprimer ainsi. Voilà ce que je peux dire. D'accord, Madame Diarra. Alors, c'est un peu ça, je suis totalement d'accord avec M. Goré. En fait, l'onboarding a différentes étapes. Et le meilleur modèle que j'ai pu voir, c'était un onboarding qui durait sur 1 an. Les 3 premiers mois, on ne cherche pas quoi que ce soit de l'employé. C'est la compagnie qui va orienter l'employé dans tous les départements, qui va orienter l'employé sur voici nos procédures, voici nos politiques, etc. L'entreprise donne parce que l'employé vient de l'extérieur. Il ne sait pas ce qu'il va trouver dans l'entreprise. Il ne sait rien. Donc, on l'oriente. Et au bout de 3 mois, là vient maintenant la partie où l'employé lui-même doit faire plus de preuves et doit aller vers ses collègues. On lui a maintenant présenté tout le monde. On lui a maintenant présenté les processus, les politiques. Maintenant, comme disait Régine tout à l'heure, l'employé a quelque chose aussi à faire. C'est maintenant que lui va aller vers ses collègues, vers d'autres collaborateurs. Il sait vers qui, désormais, s'orienter s'il a besoin d'une information. Normalement, c'est ce que l'onboarding de départ va donner. Ensuite, comme disait M. Goré, il y a des choses que nous pouvons standardiser dans un onboarding. Voilà, la partie que va faire les ressources humaines, on sait que quand la personne arrive, on veut que son bureau soit bien dressé, on voudrait qu'il ait sur son bureau un petit mot de bienvenue du directeur. Ça, ce sont des choses qui sont standardisées. Les ressources humaines peuvent s'en occuper et s'assurer que ça peut être même en ligne, ça peut être de toutes sortes de manières. Enfin, on peut le faire de plus en plus créatif, mais on peut le faire en onboarding. Donner des politiques à quelqu'un pour qu'il sache quand je voyage, comment est-ce que je dois faire mes rapports, mes notes de frais, tout ça. Beaucoup de choses peuvent être faites en ligne. Mais c'est extrêmement important d'avoir, comme disait M. Goré, cette partie humaine-là. Parce que nous sommes des humains, nous ne sommes pas des ordinateurs. Nous sommes des humains, nous avons besoin de ce contact. Nous avons besoin de savoir dans l'onboarding tout ce qui n'est pas écrit. Vous savez, il y a des choses que vous ne savez pas. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir ce que M. Goré décrivait, qu'on appelle souvent un body. C'est une personne de l'entreprise qui est là peut-être depuis plus longtemps que vous et puis qui peut vous accompagner. Il peut vous dire, écoutez, notre directeur, le lundi matin, il est mal luné. Il ne faut pas venir lui donner des choses à signer. Il ne faut pas venir le voir avec de gros dossiers. Il y a des choses qu'on n'écrit pas. Dans une entreprise, il y a tout ça. Il y a tout ça, tout ce que vous ne pouvez pas savoir. D'accord? Donc, le rôle du body, c'est de vous accompagner et puis vous dire, écoute, c'est comme si, voilà comment on fait, voilà comment on ne fait pas, évite ceci, fais ça. Ça, ce n'est pas écrit. Et ça, cette partie-là, si vous ne l'avez pas en entreprise, vous pouvez faire beaucoup d'erreurs dès le départ. Donc, voilà pourquoi le digital, il est nécessaire parce qu'il nous fait gagner du temps. Et il faut comprendre aussi que les managers n'aiment pas se soumettre à cet exercice. Donc, il faut autant que faire se peut digitaliser la partie qui peut être standardisée pour que ça leur facilite aussi la tâche. Il ne faut pas oublier qu'on ne peut pas mettre 100% de temps sur un onboarding. Chacun va prendre une heure en passant, mais on a le day-to-day, on a le travail quotidien qui est là et nous n'avons pas nécessairement 24 heures à passer là-dessus. Et ça, voilà comment il faut aider aussi les managers à faire ce travail-là et à le faire bien. Mais il faut leur faire comprendre aussi l'intérêt. Parce que plus vous avez bien reçu quelqu'un, vous l'avez bien formé au début, dans ces 3 premiers mois, plus cette personne va vous aider demain et fera moins d'erreurs. Donc voilà ce que je peux dire pour l'instant. OK. Donc, pour caricaturer, je vais un peu prendre l'histoire de vous êtes chez vous. Et voilà une personne, vous invitez un monsieur, vous lui dites, bon, tiens, comme nous, chez nous, on aime manger, bon, je t'invite à manger. Je vais te faire de la soupe, de la banane, etc. Simplement à l'idée de savoir qu'il viendra manger chez vous, il est prêt. Et le jour où il arrive, il sonne 1 fois, personne n'ouvre, 2 fois. Et il voit un petit enfant qui vient ouvrir. Maman, on te cherche. Maman, il y a une dame dehors. Il entre, il vous voit, vous lui dites simplement, asseyez-vous là. Et il s'assoit. Et vous êtes en train de faire autre chose. Et il s'assoit, il attend un moment donné. Tu dis, ah, tu es là, ok, bon. Je t'attendais même mais à gauche, mais à droite, vraiment, le repas là même n'est pas prêt. Vous commencez seulement à lui expliquer vos problèmes. Et il est là, il vous regarde. Vous le regardez, il comprend. Et il se dit, attends, est-ce que j'ai été invité? Est-ce que j'étais attendu? Qu'est-ce qui se passe en fait? C'est pas grave, au finish, après le repas arrive sur la table, il se rend compte que le repas qui est arrivé, c'est pas ce que vous lui avez dit. D'accord? Même si cette personne devrait revenir chez vous le lendemain, il y aura des difficultés à revenir.
juste déjà pour cet accueil-là, il aura des difficultés à revenir. Donc, pour moi, caricaturer l'Ombondi, c'est un peu des petits éléments comme ça. Quand on arrive, il faut savoir accueillir des gens et leur donner du temps. Surtout le temps, parce que c'est ce qui nous manque en entreprise. Et pourquoi? Parce que, comme Mouna l'a dit, on ne prend pas le temps de former même les managers à l'onboarding. Déjà, eux-mêmes, ils n'ont pas reçu d'onboarding. On ne prend pas le temps de les former à l'onboarding. Mais bon, vous savez, c'est un peu comme un enfant à qui vous n'apprenez pas à dire bonjour. Il sera difficile de dire bonjour aux gens dehors. Vous aurez beau vous plaindre qu'il n'est pas poli, mais bon, la graine sort d'où en fait. Donc, c'est déjà d'arriver à inciter les managers, d'intégrer les managers et de les former par rapport à l'onboarding. L'onboarding dépend de la taille de l'entreprise. Il y a des onboarding qui peuvent faire 1 an, il y a des onboarding qui peuvent faire 3 mois, il y a des onboarding qui peuvent faire 4 mois. Donc, ça dépend de la taille de l'entreprise, ça dépend du profil que vous avez, ça dépend de la charge de travail du profil. Mais tous ces éléments-là, il faut prendre le temps de l'expliquer aux managers et surtout de leur dire combien est-ce important lorsqu'on fait un onboarding, un collaborateur, qu'on gagne plus en temps même. On gagne en temps, on gagne en efficacité, on gagne en tout en fait. D'accord? Que de le laisser là et tous les jours, vous avez l'impression qu'il trame, qu'il ne va pas vite, que vous n'obtenez pas vos chiffres comme vous le voulez et puis vous vous dites sûrement c'est un mauvais choix. Moi, je pense que très souvent, il n'y a pas beaucoup de mauvais choix au recrutement, mais c'est après la façon dont on garde la personne à la maison. Moi, j'ai vu des personnes qu'on a pris qui n'avaient aucune formation, mais juste la façon dont on les a accueillis, la façon dont on les a accompagnés, ils sont devenus des monuments dans les entreprises et des personnes sur lesquelles on comptait le plus. On se disait, non, lui, bref, il était déjà le super-héros avant d'arriver. Donc, lui, quand il va arriver, il va déchirer, il va casser la baraque. Et quand il arrive, on se rend compte que, attends, mais on est où là? Donc, pour dire que accueillir quelqu'un, présenter à la personne qu'il est important, lui faire comprendre qu'il est important et qu'il a sa place, c'est déjà un très grand boost dans l'engagement du collaborateur. C'est un très grand boost même dans les interactions entre le manager et le collaborateur. Et tout le monde peut le faire à tous les niveaux. Moi j'encourage même des entreprises à prendre des body people. Moi, j'ai eu une expérience où le body, c'était un gardien. Mais ça surprit les gens. Et rassurez-vous que le gardien était le meilleur body. Le gardien était le meilleur body. Parce que vous savez, le gardien, il est au courant de tout dans l'entreprise. Il est au courant de ce que vous ne pouvez même pas imaginer dans l'entreprise. Il a tellement bien guidé ce collaborateur. Il savait lui dire, notre patron arrive à telle heure parce qu'il observe, il voit. Beaucoup de gens passent, ils ne parlent peut-être pas, mais c'est d'encourager aussi des gens à jouer ce jeu de rôle. Un manager ne peut pas tout faire aussi. Il faut reconnaître, avec sa charge de travail, le manager ne peut pas. Le body aussi ne peut peut-être pas tout faire, mais c'est après de faire des jeux de rôle où chacun commence à apprendre l'intégration et à voir ce qu'il peut apporter dans la vie de l'un ou de l'autre. Donc voilà, là ce que moi je voulais un peu ajouter. Merci infiniment. Vraiment, on est entré dans les détails. On est allé vraiment au fond de la question. Donc, merci pour tous ces apports. On va maintenant, après tout ce que vous avez apporté, on va également laisser le temps pour que les gens préparent des questions. On va aller un peu de façon plus personnelle, si je vais le dire. Donc, en entreprise, vous avez des expériences, vous avez chacun essayé déjà de nous présenter vos différents parcours à l'entame de ce webinaire. Pouvez-vous nous raconter un parcours d'intégration que vous avez chacun vécu en entreprise, qu'il soit positif ou négatif, et qui vous a véritablement marqué? Donc, je vais commencer par Madame Diarra. Alors, je vais donner 2 exemples. Je vais commencer par un parcours négatif d'abord. Parce que justement, je pense qu'il y a tout ce qu'on appelle les soft skills. Hein. Comme je disais tout à l'heure, c'est la chose la plus difficile à cerner quand on rentre dans une entreprise. Quelles sont les valeurs de cette entreprise? Est-ce que ces valeurs qui sont écrites sur le site Internet sont vécues ou pas? Parce que des fois, on écrit de belles choses, mais personne ne le vit dans cette entreprise. Et ça peut poser un problème lorsque vous rejoignez une entreprise.
Comme exemple, je travaille dans un pays de la sous-région. Et puis, lorsque j'arrive, je trouve, on me recrute et je trouve une dame qui venait des pays de l'Est, là, et qui a assuré l'intérim avant que je n'arrive. Voilà. Donc, comme je disais, moi, je viens de l'extérieur, donc je ne sais rien de cette entreprise, je ne sais pas ce qui se passe. Alors, il paraît, donc j'arrive et je vois qu'elle a un comportement un peu bizarre avec moi. Mais c'est à elle qu'on a confié mon onboarding. Vu qu'elle a assuré l'intérim pendant pratiquement 6 mois avant que je sois recrutée et que je n'arrive. Et je trouvais qu'elle avait une attitude un peu bizarre. Je lui demandais des choses, ça traînait, enfin, ou alors ça ne venait pas. Donc, vraiment, je me pose la question. Jusqu'à ce qu'un jour, j'arrive tôt le matin. Et puis, je la trouve en train de parler à d'autres personnes de l'équipe. Et puis, elle le dit, mais elle ne m'a pas vu, j'arrivais de derrière. Ah bon, moi, j'ai passé 6 mois dans ce poste-là, j'ai tout mis en place et maintenant, ils vont recruter quelqu'un d'autre. Et en tout cas, ça ne va pas lui faire ça facile, quoi. Et j'entends, donc, je me fais voir pour qu'elle sache que j'ai entendu ce qu'elle a dit. Donc, je passe par devant, puis je lui dis, ah bon? Et elle est toute rouge. Et je lui dis, ben, écoutez, moi, je ne sais pas pourquoi on m'a recruté. J'étais à Abidjan, on m'a recruté pour aller travailler ailleurs. Je ne sais vraiment pas ce qui se passe, mais je ne pense pas que vous devriez vous comporter comme ça avec moi, quoi. Vous avez un problème avec moi personnel? Non, mais en fait, c'est pas que c'est pas ça un problème. Donc, tout de suite, moi, je suis sur mes gardes. Donc, voilà comment l'onboarding commence. Quelqu'un de qui je me méfie tout de suite, d'accord? Donc, ce qu'elle me raconte, je prends tout avec des pincettes et je vais tout vérifier une deuxième fois pour voir si c'est vrai ou bien si ça, ça provient de son mal-être dont je ne suis pas responsable. Vous voyez? Donc, ça, c'est vraiment, ça a été un onboarding le pire que j'ai pu vivre. Pourtant, le groupe avait bien organisé cela, hein. Pendant 3 mois, elle a continué d'être là et moi, j'ai voyagé dans tous les pays pour voir comment les choses se passaient. Donc, mon onboarding sur le plan global, ça a été parfait. Mais mon onboarding sur le plan local, parce que j'étais sur un poste régional, a été le pire que j'ai jamais vu. Ça a été bâton dans les roues, peau de banane, et voilà. Donc, il faut, quand nous sommes en entreprise, ce qui est important, quand on parlait tout à l'heure du manager, c'est très important de savoir, comme disait M. Goré, à qui vous confiez l'onboarding. Il faut que ce soit quelqu'un qui est positif. Dès que vous voyez que c'est quelqu'un qui a un intérêt aussi, il ne faut pas choisir cette personne. Quelqu'un qui a eu un désintérêt parce qu'il ne faut pas choisir cette personne, il faut prendre quelqu'un qui est vraiment positif et qui va recevoir cette personne de la meilleure des manières. Par contre, j'ai eu des exemples vraiment, vraiment intéressants où j'ai pu, une autre entreprise où vraiment, quand je suis arrivée, j'avais un programme de onboarding sur 3 mois et vraiment, ils ont mis l'accent sur l'onboarding. C'est vrai que c'est quand ce sont plus le poste est élevé, donc plus vous rentrez dans des postes de directeur, etc., plus il faut donner de temps à l'onboarding parce qu'il est beaucoup plus difficile. D'accord? Sur les petits postes, on peut aller sur 3 mois, il n'y a pas de problème. Vous pouvez tout de suite. Mais sur les postes qui sont des gros postes de comité de direction, etc., vous devez donner un peu plus de temps. Et là, c'est une société qui m'a donné 3 mois. Les 3 premiers mois, ils m'ont dit, on n'attend rien de toi. On n'attend rien de toi. Tu te balades, tu te promènes, tu vas dans tous tes pays, tu visites, tu vois, tu fais ce que tu as à faire. Au bout de 3 mois, tu nous fais ton rapport. Et maintenant, on te met vraiment à la tâche. Et c'était le meilleur onboarding pour moi parce que j'ai vraiment pu me focaliser sur mon équipe, me focaliser sur le travail que j'avais à faire, mettre une stratégie en place qui était spot on, vraiment. Alors que d'habitude, quand vous arrivez, ce qu'on fait, c'est qu'on met très peu de temps sur votre onboarding en se disant, c'est quelqu'un qui a de l'expérience. Oui, de l'expérience ailleurs, mais je ne connais pas votre entreprise, je ne connais peut-être pas l'industrie. Et ce focus-là, il faut le faire. D'accord? Et là, vraiment, souvent, on ne met pas de temps. Vous rentrez et vous commencez tout de suite, vous êtes au taquet, ça vous laisse vraiment moins de temps pour connaître l'entreprise par rapport à l'opérationnel, on va dire. Donc voilà, c'est 2 expériences que je voulais partager et l'une qui a été complètement négative et l'autre qui a vraiment été très, très, très positive et je trouve que c'était beau à voir. Et j'encourage vraiment les entreprises à le faire de cette manière. Merci infiniment d'avoir partagé les deux, le positif comme le négatif. Je vais également laisser la parole à M. Goré. D'accord. Il faut dire que l'onboarding, dans toute ma carrière, peut-être que j'ai eu à faire 3 voire 4 onboarding maximum.
C'est pour dire que c'est une pratique, encore, on en parle, mais dans la pratique, les entreprises ne mettent pas cela en place en tant que tel. Voilà. Concernant mon expérience personnelle, j'ai eu à être recruté pour un centre d'appel pour gérer tout ce qui est recrutement, le personnel, tout et tout. Et là, non seulement j'ai été averti pratiquement la veille, aux alentours de 17h, 18h, que je devrais être à mon poste le lendemain. Déjà, dans mon esprit, ça m'a fait un peu bizarre. Voilà, ça m'a fait un peu bizarre. Mais j'ai dit, bon, j'y vais quand même. J'arrive, déjà au portail, le vigile qui est là, je me présente, puisque l'entreprise se trouvait dans un immeuble, je me présente tout et tout, lui demander où se situe l'administration. Il est surpris. Il dit qu'il ne sait pas qu'il y a un nouveau qui doit arriver, tout et tout, mais qu'ils lui ont donné des directives. Bon, là, ça faisait un deuxième point. Mais comme j'avais le contact, j'ai rappelé le contact, les ressources humaines. Là, je monte maintenant. Quand j'arrive, la personne que je devrais remplacer, la personne n'est pas informée de ma venue. Et cette dernière-là, elle me dit, bon, asseyez-vous là, monsieur, je vais me renseigner. Bon, moi, j'attends. Mais je vous assure, bon, je suis de nature patient. Je suis resté là de 9h à 12h. Wow. Personne ne me dit ce que je dois faire, où je dois partir. Bon. Là, j'ai su que ça sera assez salé pour moi. Quand j'ai vu tout ça, j'ai su que ça allait être assez salé pour moi. Mais moi, en toute franchise, j'ai pu continuer. Voilà, j'ai pu continuer parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Voilà, des bâtons dans les roues, tout et tout. La passation, c'est pas faite. Voilà, j'avais pas de poste. Parlons d'un ordinateur, j'avais pas de poste, tout et tout. Donc, moi-même, j'ai décidé de quitter l'entreprise au bout de, je dirais, 2-3 jours. Hein. J'ai quitté l'entreprise parce que ça partait de mal en pire. Voilà. Par contre, j'ai eu un autre boarding digne de ce nom. Lorsque j'ai été recruté au niveau d'une entreprise de téléphonie mobile, lorsque j'ai reçu ma promesse d'embauche, il y a la personne qui était chargée du recrutement au niveau des ressources humaines, qui était constamment en contact avec moi, qui m'envoyait les dossiers qu'il fallait apporter, qui m'a envoyé les processus, la culture d'entreprise, qui chaque soir, on faisait une mini-réunion, lui et moi, via Google Meet, pour m'expliquer un peu les valeurs de l'entreprise. Et là, ça m'a beaucoup marqué. Parce qu'il y a le temps de préavis. Et ce temps de préavis il a été vraiment mis à profit par celui qui était chargé au niveau des ressources humaines de gérer tout ceci. Et je vous assure que j'étais pressé de quitter. J'avais hâte de quitter. Je voulais même négocier mon préavis. Voilà. Et vraiment, ça a été un bon onboarding. Quand je suis arrivé, mon manager m'a bien accueilli. Mon manager partait avec moi en clientèle. Il m'accompagnait pour les premiers contacts avec les clients, puisque j'étais en SAV, mais donc je devais gérer les clients déjà existants de l'entreprise.
Donc, il est parti me présenter en tant que nouveau collaborateur aux partenaires de l'entreprise. Vraiment, ça a été mon plus beau outboarding, si je peux m'exprimer ainsi. Voilà, voici ce que je pourrais vous partager. On voit même votre Merci infiniment. simplement à raconter, excusez-moi, une mouche simplement à raconter, on sent que vous revivez même le moment, vous revivez l'instant et tout. Moi, j'ai jamais eu de bon onboarding, hein. Je ne sais même pas si j'ai déjà eu d'onboarding, je ne sais même pas. Mais je sais que dans une entreprise, je suis arrivée le premier jour, personne ne m'attendait. J'ai fait toute la journée au standard comme Richmond. C'était tout. Bon. Après, j'ai eu la dame, on m'a passé la dame qui m'a embauchée, elle était même en mission. Donc, c'était encore même gâté. Le fait d'être en mission, personne ne pouvait rien faire pour moi. Donc, j'étais assise là. Et le soir, ils ont dit, ah, madame, est-ce que vous n'allez pas repartir pour revenir le lendemain? Bon, vous savez, quand on est chercheur d'emploi, on sait être patient. Hein? C'est pas grave. Dans le lendemain, j'arrive, même scénario. Ah, bon, madame, attendez, hein, la dame a dit qu'elle va revenir, mais bon, comme nous, on ne peut pas vous dire de partir, ce n'est pas nous qui vous avons embauché. Mais le troisième jour, moi, je ne suis pas repartie. Hein. Je ne suis pas repartie, personne ne m'a rappelé. Et puis, je me suis dit, mais si cela voulait vraiment de moi, c'est difficile. Hein? Et vous pouvez imaginer ce que ça crée psychologiquement chez un nouveau collaborateur. On ne se rend pas compte. Je ne suis pas venue le troisième jour et personne ne m'a plus jamais appelé. J'ai dit, mais attends, il s'amusait avec moi, c'était un coup préparé. C'est difficile à vivre après, mais bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Et il y a une autre entreprise où, après 2 ou 3 jours, j'ai vécu une situation avec une personne, comme Madame Dara, qui pensait que moi, je suis venue récupérer son travail. Et quand je suis allée voir le responsable pour dire, ah, vraiment, je ne sais pas, la dame, même quand je demande un bic, elle me dit, toi, tu viens commencer au travail, tu ne sais pas qui peut apporter un bic. Je dis, oh. Donc, tout était difficile. Et la personne qui était chargée me calmait, me dit, ah, ma chère, le travail, ce n'est pas facile. Hein. Ici, c'est la jungle. Tu dois te battre. Non, vraiment, c'est difficile. Donc, toi, tu vas essayer de trouver pour rechercher un confort. Tu te dis, ici, c'est la jungle. Tu dois te battre. Ici, ce n'est pas facile. Hein. Mais il faut te battre. Ici, tout le monde se bat pour avoir sa place. Mais tu te bats contre qui, en fait? Et après, tu te retrouves seul au milieu je ne sais pas si je vais dire de loup, puisqu'on te dit tu dois te battre, tu te retrouves seul au milieu de beaucoup d'adversité. Bon, en tout cas, moi, j'ai préféré partir parce que quand c'est trop compliqué, ça ne sert à rien. Il faudrait mieux rechercher. Donc, voilà un peu. C'est difficile, mais bon. Faudrait, et moi, vraiment, c'est vrai qu'on en parle, mais je pense qu'il faut faire quelque chose parce que émotionnellement, beaucoup de gens souffrent. Émotionnellement, beaucoup de gens souffrent les premières périodes de travail. Les gens souffrent réellement. Parce que, imaginez, vous savez, même souvent, on a même du mal à aller vers un collaborateur. On ne sait même pas chez qui on doit s'adresser. Et tu es là et directement, on commence à te cataloguer. Celui-là qui vient d'arriver s'assoit dans son coin, qu'est-ce qu'il pense? Directement, on commence à avoir des idées préconçues sur toi. Pourtant, toi-même, tu es assis dans ton poste, tu es en train de te poser des questions. Comment je vais arriver à me défiler entre ces nouvelles personnes? Et ils trouvent que non, tu es arrogant, tu ne te lèves pas, tu ne fais pas ceci. Tu penses que pourtant, ça ne va pas. Ça ne va pas. Je ne sais pas comment on va arriver avec les entreprises, mais je pense qu'une communication doit être faite dessus. Je ne sais pas si c'est la communication, mais c'est difficile. C'est difficile parce que moi, je le vois. Je vois beaucoup de gens qui se plaignent, qui nous appellent, qui écrivent. Vraiment, ils sont dans les entreprises, mais avec le réel défi de trouver un emploi, de sortir, de revenir. Et beaucoup de gens profitent même de cette période pour mettre les bâtons sur les roues, pour te dire, tu n'as pas ta place ici. On ne veut pas de toi. Et tu ne sais pas pourquoi. C'est compliqué, mais bon, nous allons essayer à notre niveau. Merci, Raïssa. Merci infiniment des partages d'expériences positives, négatives. Bon, je pense qu'à travers tout ça, chacun grandit, chacun apprend. Et puis, ça nous permet également d'évoluer. Avant d'avoir les mots de fin, on va permettre maintenant à nos participants de poser des questions. S'il y a des points sur lesquels on devrait revenir, des points qu'ils n'ont pas compris, on va vous donner la possibilité de poser vos questions. Donc, je vais prendre la première question dans le conversé de M. Kwasi Didier qui dit « Est-ce que l'onboarding peut nous permettre de déceler un environnement de travail toxique ?» Je vais reprendre la question. «
est-ce que l'onboarding peut nous permettre de déceler un environnement de travail toxique? Je vais laisser la parole à nos invités de répondre. Madame Zahra. Alors, je dirais oui, hein. Oui, ça peut ne pas être l'environnement de travail qui est nécessairement toxique, ça peut être une personne, mais c'est toujours la perception que vous avez, hein, la perception qui peut être la réalité ou pas. Mais oui, moi, j'arrive un jour dans une entreprise et puis on fait le tour des bureaux et puis il y en a un qui me regarde et puis dit ben, bienvenue en enfer. Il me dit ça le premier jour où j'arrive, hein. Donc, vous voyez, si vous n'êtes pas en fait, il faut être fort mentalement parce qu'il se trouve toutes sortes de choses dans l'environnement professionnel que vous n'imaginiez pas du tout. Comment est-ce qu'on peut dire à quelqu'un qui vient d'arriver bienvenue en enfer? Voilà, mais ça ne veut pas dire que l'environnement lui-même était toxique, hein. L'environnement n'était pas toxique. À la longue, je me suis rendu compte que c'était cette personne-là qui était toxique. Donc, il faut faire attention à tout ce qui est apparent aussi. L'apparence n'est pas nécessairement la vraie réalité. Mais oui, je dirais oui. Moi, quand je rentre dans une entreprise, la première image, je me dis tout de suite, ouf, il faut que je fasse attention parce que je ne sais pas si c'est l'environnement, si c'est la personne ou voilà. Donc, je répondrai oui, hein, à votre question en disant qu'il D'accord, faut je ne quand sais même faire pas si, attention. Il faut prendre des merci Madame pincettes. Zahra pour votre réponse. Je ne sais pas s'il y a un autre invité, Régine ou Monsieur Goré, qui aimerait dire autre chose. Monsieur Kwasi, je ne sais pas si on a répondu à votre question. Laissez-nous un message dans le conversé si vous avez eu la réponse à votre question, pendant que Régine va également nous donner un élément de réponse. Bon, moi, je pense que Maïmouna, elle a répondu, hein, c'est oui. Et les détails qu'elle a ajoutés sont assez pertinents. Il faut observer et vivre son expérience il faut vivre son expérience personnelle avec l'environnement, vivre son expérience personnelle avec les différents collaborateurs et tirer et avoir son expérience, en fait, et avoir son retour personnel par rapport à tous ces éléments-là. Donc, avant qu'on ne continue rapidement, je vais vous faire un petit partage quand même c'est vrai que nous parlons d'onboarding. Je voudrais simplement vous partager rapidement qui sommes-nous parce qu'il y a des personnes peut-être qui participent, des personnes pour lesquelles c'est la première fois peut-être de participer à nos formations. Donc, je vais un peu présenter l'entreprise qui sommes nous. Nous sommes un cabinet de recrutement et nous sommes un acteur de référence pour construire des environnements de travail dans lesquels les employeurs ainsi que les employés sont épanouis et engagés. Donc, chez nous, on ne peut pas parler d'épanouissement sans engagement, on ne peut pas parler d'engagement sans épanouissement. Je pense que les deux, il faut arriver à concilier les deux parce que je vois souvent des employés qui se plaignent, qui ne sont pas épanouis et dès qu'on met des trucs pour les épanouir, ils n'arrivent pas à s'engager. Donc, les deux doivent aller de pair. Donc, l'un ne doit pas évoluer sans l'autre. Ensuite, nos missions ou bien nos champs d'action, c'est la qualité de vie au travail. Nous faisons dans le management d'équipe, nous formons des managers, coachés, managers et directeurs. Nous accompagnons les entreprises pour la transformation humaine et culturelle. Et ensuite, nous utilisons un outil qui est très important, au-delà des formations et des coachings, le team building. Nous avons 3 représentations aujourd'hui et vraiment, nous évoluons au pas de la tortue, mais je pense que nous évoluons très bien. Nous avons une représentation en Côte d'Ivoire, au Sénégal et au Cameroun. Et par rapport à l'onboarding, nous nous sommes rendus compte de notre expérience hein, que autant nous avons besoin d'un comptable pour gérer la comptabilité, autant nous avons besoin, je pourrais dire, d'un logisticien pour gérer la logistique. Il est aussi très important d'avoir un profil d'office, même si après on peut le décliner en sous-profil. Il est important d'avoir un profil qui s'occupe aussi de tout cet aspect d'engagement, expérience collaborateur. Et pour cette année, nous organisons une formation du 17 au 21 avril à Asni sur le profil Chief Happiness Officer qui peut aussi être le Chief Engagement Officer, le responsable expérience collaborateur. C'est autant de synonymes, mais très souvent, ces personnes, elles ont les mêmes missions, mais c'est autant de synonymes aujourd'hui qu'on peut donner à cette fonction. Donc, nous vous invitons, Raïssa va vous partager en commentaire la fiche technique de la formation et le lien d'inscription pour que vous puissiez vous inscrire. Donc, voilà un peu.
pour vous présenter rapidement en 5 minutes qui sommes-nous et nous allons continuer rapidement le partage des questions. Nous avons encore une quinzaine de minutes, Raïssa, pour nous séparer. Oui, il y a... Je pense qu'au-delà d'écrire, hein, vous pouvez aussi ouvrir votre micro, ça ne me dérange pas, avec la permission de Raïssa. Vous posez vos questions, donc n'hésitez pas, s'il vous plaît. Voilà, Madame Maimouna a même déjà répondu. Il y a M. Kwasi qui a dit merci pour les éléments adjectifs. On a une question maintenant de Daouda qui nous demande quelles sont les étapes clés d'un bon onboarding. Quelles sont les étapes clés d'un bon onboarding? Monsieur Goré? D'accord. Moi, avant d'aborder, je vais dire les étapes clés pour une bonne réussite d'un onboarding, c'est vraiment ce qu'on appelle le pré-onboarding. Je pense que c'est une étape souvent occultée par beaucoup, mais elle est vraiment importante. Vraiment importante. À la signature de la promesse d'embauche, il faut rester en contact avec le futur collaborateur. Il ne faut pas faire un silence. C'est-à-dire, bon, il a fini de signer, et puis bon, ou bien il a fini de signer, et puis c'est tout, et puis on attend la date. Non, non. Il faut rester vraiment en contact avec ce dernier-là. Et il faut quand même lui demander dans vos échanges, savoir ce qu'il aimerait. Quelles sont ses attentes? Voilà, durant ce pré-onboarding-là. Et il y a un petit truc souvent qui me plaît, que j'aime bien au niveau des onboarding, quand je les conçois, c'est de savoir de façon factuelle ce que un peu la personne aime en tant que personne humaine. Voilà, ça va servir à sa présentation en entreprise. Si la personne vous dit qu'elle aime faire du footing, ou bien elle aime aller faire du sport en salle, ou bien elle est choriste, par exemple, au niveau, c'est important. Parce que moi, j'ai coutume de dire, il ne faut jamais occulter la valeur humaine dans les entreprises. C'est vrai qu'une entreprise est faite pour faire du business, faire du profit, comme on le dit, mais sans les hommes, on ne peut pas faire de profit. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire primer la valeur humaine. Et là, le pré-onboarding est important pour la réussite de tout le reste, de tout ce qui est factuel. Et puis, il ne faut pas aussi s'arrêter. Moi, je vais vraiment m'attarder un peu sur ce que n'est pas un onboarding. Il ne faut pas se contenter à une réunion de présentation uniquement. C'est bien, mais ça ne doit pas s'arrêter là seulement. Il ne faut pas aussi se contenter à une team building uniquement. Il ne faut pas aussi se contenter comment je pourrais dire, d'un dîner pour recevoir là ou bien les nouvelles recrues. Il est important de rester en contact, comme je le disais tantôt. Et ces différentes étapes-là, il faut qu'elles soient déjà planifiées, organisées. Il ne faut pas que cela se fasse de façon standardisée. Voilà. De la manière qu'on recevrait une personne, ce n'est pas la même personnalité parce que les personnalités sont différentes. Bon, je vais laisser la parole aux autres invités pour qu'elles disent. Je peux? Madame Zara, je pense que vous vouliez déjà prendre la parole, donc je vais vous laisser continuer. Oui, alors j'abonde complètement dans le sens de M. Goré. Hein. La période avant que l'employé n'intègre l'entreprise, elle est très, très, très importante. Et je pense qu'il y a une habitude que j'ai toujours trouvée très intéressante, c'est que vous receviez par email votre plan de onboarding avant que vous intégriez l'entreprise. Voilà.
Là, ça, c'est très important que vous le receviez avant. La deuxième chose qui est importante, c'est qu'il faut que l'annonce soit faite dans l'organisation, que quelqu'un arrive, il va venir occuper le poste de temps, il a fait des études ici, là, 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 et on ajoute un fun fact, comme on dit, hein, quelque chose, c'est un passionné de voyage, c'est un passionné de lecture. Ça rend les choses humaines. Voilà, ça rend les choses un peu plus humaines. Et ça donne tout de suite l'impression que l'entreprise tient compte de l'humain. Et vraiment, cette école-là, je trouve qu'elle n'est pas mal du tout. Ensuite, je reviens sur l'onboarding. Il faut que ce soit vraiment rédigé. Il faut que ce soit écrit. Donc, la partie standardisée doit être écrite. Mais il faut, quand vous organisez votre onboarding pour quelqu'un, il n'est pas question de charger l'onboarding, de mettre toutes sortes d'informations qui seront inutiles, qui vont tellement lui charger l'esprit au bout de 3 jours qu'il va tout oublier. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Pour moi, il faut que l'onboarding soit ciblé. Voilà, vous recevez quelqu'un qui va au département finance, il va recevoir son onboarding du HR, on va l'installer et tout ça. Juste après, il va rencontrer son équipe. La troisième chose, il va avoir un onboarding au sein de l'équipe. Ça ne sera pas nécessairement le manager, mais le manager aura organisé de telle manière que chaque membre de l'équipe des finances, par exemple, va passer 30 minutes avec cette personne pour lui dire, moi, voilà ce que je fais et voilà où tu es attendu dans la partie du travail que je fais. Parce que c'est un système intégré. Donc, la personne s'intègre tout de suite dans le cycle de travail au sein de son équipe. Et ça, c'est super, super, super important. Il n'est pas question de charger l'onboarding, j'apprends tout ce qui se passe dans l'entreprise. En réalité, on ne retient rien. Il faut aller pour moi à l'essentiel dès le début. Et puis, on détaille l'onboarding sur plusieurs mois. Voilà, le deuxième mois, il va aller visiter l'usine. Ce n'est pas quelque chose de critique au moment où il rentre dans l'organisation, mais ça va lui permettre de comprendre un peu mieux. Le troisième mois, on apporte également quelque chose de nouveau. Et à partir de 3 mois, il faut évaluer les 3 premiers mois de l'employé. Ça, c'est vraiment un milestone qu'il ne faut pas négliger. Au bout de 3 mois, vous le faites asseoir, vous lui parlez, vous lui dire, bon, votre onboarding, ça fait 3 mois que tu es là, comment est-ce que les choses se passent? Comme ça, vous savez tout de suite, vous avez un rapport d'étonnement un peu, c'est comme ça qu'on appelle ça, sur comment il a été intégré, comment est-ce qu'il voit les choses dans l'entreprise, est-ce qu'il s'intègre et tout ça. Donc, ça permet déjà de canaliser les choses à ce moment-là, si jamais il y a un problème. Voilà. Pourquoi je disais tout à l'heure que l'onboarding ne s'arrête pas à ces 3 mois? Ce n'est pas qu'on continue forcément l'onboarding, mais on laisse l'employé s'installer. Au bout de 6 mois, on check. Au bout d'1 an, on check. Et nous avons un KPI, un indicateur de performance qui est, nous avons retenu cet employé, il n'a pas démissionné au bout d'1 an. Voilà, dans la première année, c'est un indicateur de performance qu'on regarde dans toutes les entreprises qu'il faut regarder. Combien d'employés nous quittent de 0 à 1 an? Voilà, ça vous permet de comprendre un peu la santé de votre organisation, puis de savoir vraiment si vous êtes sur le bon chemin. Voilà, donc bien préparer et puis faire des check-in, d'avoir des conversations de vérification au bout de 3 mois. Enfin, vous pouvez vous mettre le nombre de temps que vous voulez, mais c'est très important que ce soit très, très, très ciblé également. Voilà, et dans le temps. Merci. D'accord. Merci pour ces éléments additifs. On va comprendre une question, si vous me le permettez. Il y a des gens qui arrivent actuellement, mais bon, on ne va pas s'éterniser. Je pense qu'on va prendre l'une des dernières questions. Est-il possible et comment est-il possible de rattraper un onboarding raté? Est-ce que c'est possible de rattraper un onboarding raté? Si oui, comment? Régine? Bon, maintenant, il faut d'abord qu'on définisse ce que c'est qu'un onboarding raté. Est-ce que dans l'onboarding raté, c'est que le monsieur continue à travailler ou bien qu'il est parti? Parce que c'est ça. Moi, je voudrais comprendre. Bon, je vais essayer de développer les deux. Si l'onboarding raté, c'est que le collaborateur est parti, c'est que vous n'arriverez plus à le récupérer. Il est parti. Et il sera pas un ambassadeur de l'entreprise. Tout le monde qui va oser rappeler, toutes les personnes qui vont oser lui rappeler le nom de votre entreprise, franchement, je pense qu'ils auront une réponse à laquelle ils ne s'attendent pas. Donc, quand il est parti, il est parti. Et moi, je préférerais, lorsqu'il est parti, mais de reparer le tir pour d'autres, parce que s'il faut le ramener, ce sera un peu plus compliqué, parce qu'il y aura déjà beaucoup d'appréhension et c'est plus lourd, mais c'est possible. Maintenant, quand il est resté,
peut-être, et on se rend compte qu'on ne l'a pas accompagné là, les difficultés, c'est déjà de l'appeler, en fait, de chercher à comprendre pourquoi il ne s'en sort pas. C'est ça. Et Maïmouna parlait d'avoir des moments de meet-up avec ces personnes-là. C'est simplement d'échanger. Parce que très souvent, on lâche les gens, comme la dame a dit, si vous êtes à la jungle, vous devez vous battre. On vous lâche comme ça. On ne fait pas de compte rendu avec vous. Vous n'êtes au courant de rien. Or, la force dans cette période, c'est l'accompagnement. C'est l'accompagnement, c'est le suivi. Donc, c'est simplement de reprendre. Si on se rend compte que cette personne a des difficultés, c'est de reprendre la personne, d'essayer d'échanger avec la personne et de mettre en place un système d'accompagnement pour l'aider à s'intégrer. Et le système doit être en accord aussi avec son équipe. Parce qu'il faut éviter en fait de centrer, et Mouna a insisté dessus, il faut éviter de centrer cette période sur une personne. D'accord? Parce qu'il y a l'accompagnement des RH, il y a l'accompagnement au niveau du manager et de l'équipe aussi. C'est ensemble trouver, si on veut le retenir, c'est ensemble trouver une solution et un accompagnement qu'on peut mettre en place pour rapidement sauver, moi je vais dire, pour rapidement sauver cette personne. Parce que lorsqu'une personne vit déjà mal son onboarding, rassurez-vous, il est en train de chercher le travail ailleurs. Il est déjà en train de charger. C'est juste une question de temps. Il utilise votre Internet et tout. C'est juste une question de temps. Et le jour où il trouve mieux ou pas mieux ailleurs, l'objectif, c'est déjà de vous quitter d'abord. C'est d'abord de vous quitter et il se sentirait mieux. Et je voudrais ajouter un autre élément qui est important, j'ai essayé d'en parler, de marque employeur. Aujourd'hui, on brandit tellement ce mot, mais on oublie qu'il ne peut pas avoir de marque employeur sans marque employé. C'est la marque employée qui vient redorer la marque employeur. Et les entreprises, nous, on a dit, c'est un KPI. Nous avons pu garder un indicateur de performance. Nous arrivons à garder, nous arrivons à retenir, par exemple, à 70% tous nos nouvelles recrues. Ça, c'est un fort indicateur qu'on peut utiliser pour la marque employeur. Les gens pensent que communiquer sur la marque employeur, c'est simplement de dire sur le net, nous avons une marque employeur. Mais quels sont les indicateurs que vous utilisez pour communiquer sur votre marque employeur? Et l'onboarding, ce serait vraiment un réel atout. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les entreprises ont du mal à attirer les talents et quand elles les attirent même, elles ont du mal à les retenir. D'accord? Et utiliser cet indicateur, c'est plus que bénéfique pour l'entreprise. Parce que moi, facilement, vu mon histoire antérieure, moi aujourd'hui, bref, quand je travaillais pour des entreprises, moi, je ne pouvais plus, quand une entreprise me contactait, j'allais sur le net, moi, j'allais chercher les collaborateurs qui sont dans l'entreprise. Hein. J'écris aux gens sur Facebook, j'écris aux gens sur LinkedIn, ah, vous travaillez dans telle entreprise, ça se passe comment là-bas? Parce qu'il y a des choses, c'est devenu difficile pour moi de me lancer dans une entreprise sans qu'un collaborateur, sans qu'on me dise quelque chose. Vaudrait mieux je reste dans mon coin parce qu'après, c'est difficile. Donc, c'est un indicateur puissant de marque employeur, l'onboarding. C'est très puissant à retenir des collaborateurs, même 60%, même si c'est 50%, même à 40%, retenir des collaborateurs, mais pas des collaborateurs présentistes, hein, mais des collaborateurs engagés. Parce que l'objectif, ce n'est pas aussi de les retenir. Bon, on a pu les retenir, c'est déjà ça, un atout. Mais il faut aller au-delà de les retenir. On les retient et voici, on arrive à booster leur engagement de 10, de 20, de 30%. Franchement, moi, je pourrais. Si je peux lire des indicateurs comme ça, je vais d'abord essayer. Maintenant, après, il y a la réalité. Mais d'office, j'essaye. Donc, vraiment, c'est un indicateur qu'on peut utiliser. Je reprête un peu. C'est un indicateur qu'on peut puissamment utiliser pour retenir les talents. Donc, voilà. Il y a Aimé qui a levé la main, il veut poser une question. Madame Aimé, pardon, Aimé Longuet, donc elle a levé la main. Votre micro, il est ouvert, vous pouvez parler. Bonsoir. Ok, bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Oui, alors, excusez-moi, hein, j'ai pris la réunion un peu de court et je veux comprendre d'abord, je veux avoir la définition du thème parce que j'ai une question à poser, mais je sois sûr de la définition. Onboarding, c'est quoi? En fait, quand j'entends onboarding, depuis tout à l'heure, je fais qu'entendre. Je veux dire, c'est quoi exactement? Monsieur Boré, vous avez donné une bonne définition tout à l'heure. Je vais vous laisser répéter. Parce que c'est énormément de bruit.
S'il vous plaît, il y a les bruits dans le chat. Merci de vérifier vraiment vos micros. Prévenu. Bon, l'onboarding, c'est un processus pour retenir, fidéliser et puis booster la productivité de vos collaborateurs, pour faire simple. Voilà. Non, je peux poser ma question. Alors, Oui, allez-y. c'est un sujet qui m'intéresse vraiment parce que quand j'entends un peu les définitions et tout, ça m'amène un peu à sourire. À sourire, pas parce que c'est drôle, je souris parce que je suis vraiment dans un environnement où je me pose la question si ce thème-là, si des thèmes comme ça existent en fait, si des méthodes ou bien des stratégies comme celle-là existent en fait véritablement, où un patron serait soucieux de vraiment adopter une stratégie pour pouvoir conserver un employé qui vient de recruter. Je ne sais pas quelle est la stratégie, mais j'ai plus vu ou écouté parfois les patrons plutôt attendre plus de la personne qui vient d'arriver. C'est-à-dire qu'ils attendent plus que c'est toi qui fasses vraiment voir tes preuves, tes compétences et tout pour que tu sois gardé. Mais je ne vois véritablement pas très souvent les patrons faire des efforts pour pouvoir intégrer un employé vraiment pendant pratiquement une période d'1 an. Pour certains, c'est une perte de temps parce qu'ils estiment qu'ils n'ont pas ce temps-là. C'est-à-dire que c'est toi qui dois montrer ce que tu es capable de faire. Donc, quand j'écoute, alors je me demande, alors, soit c'est que nous, on est vraiment le monde à l'envers, soit c'est qu'on ne comprend pratiquement rien à la vie de l'entreprise, en fait. Donc, voilà. Alors, si je peux me permettre, bonjour madame. Alors, je pense qu'on en a beaucoup discuté, hein. Peut-être que vous n'étiez pas là. Je pense qu'on a vu justement pas toutes les entreprises qui mettent un programme de onboarding en place, mais justement, nous sommes en train de parler parce que c'est un élément qui est devenu de plus en plus critique, surtout quand nous sommes sur des marchés où les talents font défaut. Quand les talents font défaut, vous cherchez à retenir vos talents et vous cherchez à faire en sorte que les personnes que vous recrutez restent. Voilà. Alors, c'est une bonne pratique. Je ne dis pas que toutes les entreprises le mettent en place et c'est ça le problème, justement. Donc, ce que nous voulons faire, c'est vraiment d'encourager les entreprises à mettre en place un programme de onboarding. C'est vrai, moi, comme je disais, plus de 30 ans, j'ai eu des onboarding presque partout où je suis allée, avec plus ou moins de qualité. Mais si, il y a des entreprises qui mettent vraiment l'accent dessus. Et comme je le disais, l'onboarding n'est pas un moment où vous ne faites rien d'autre que l'onboarding. Voilà. Ça, c'est au début quand vous venez d'arriver, mais au moins, on vous fait passer par… et ça dépend des types d'entreprises. Vous voyez, si vous êtes dans une entreprise locale où vous avez le DG, vous êtes directement relié à lui, c'est une petite entreprise, l'onboarding lui-même ne sera pas quelque chose de complexe. Vous voyez? Mais si vous rentrez dans une entreprise, vous avez un poste régional. Déjà, vous avez des collègues qui sont dans différents pays. Vous avez un report, vous avez un patron, je ne vais pas dire patron, un supérieur hiérarchique qui est de la fonction. D'accord? Moi, je suis aux ressources humaines, j'ai un supérieur hiérarchique aux ressources humaines. J'ai un autre supérieur hiérarchique qui est le directeur général du pays dans lequel je me trouve. Vous voyez, là, ça devient un peu plus complexe et c'est absolument impossible de fonctionner sans avoir mis ce processus de onboarding-là en place. Voilà, donc ça existe, je vous rassure. Et j'espère qu'un jour, vous aurez l'occasion d'intégrer une entreprise qui va vous donner cette belle expérience. Merci bien. D'accord. Merci. J'espère vraiment voir ça vraiment de mes yeux, de mes propres. Je vous le souhaite. Pas seulement le voir, mais de découvrir également. Magnifique. Donc, merci infiniment pour les questions, pour les éléments de réponse. Avant de vraiment clôturer, je vais vous donner la possibilité, voilà, votre mot de fin. Monsieur Boré, Madame Diarra et Régine également, votre mot de fin par rapport à cette session. Voilà. OK. Je pense que je vais prendre la parole en premier. Je vais répondre à une question en parenthèse que je lis dans le chat. Est-ce que c'est important et c'est impératif l'onboarding? Je pense que oui. Et je dirais, comme je le répète, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est à différents niveaux. D'accord? Si je reçois une caissière ou une vendeuse dans mon magasin, je ne vais pas faire un onboarding extraordinaire.
Mais quand j'intègre, je recrute quelqu'un pour qui j'ai mis les moyens, j'ai payé un cabinet de recrutement, j'ai recruté cette personne, je voudrais qu'elle comprenne qu'est-ce qui se passe dans mon entreprise. Donc, c'est impératif de faire cet onboarding-là. Ça peut durer 1 jour, ça peut durer 3 mois, ça peut durer le temps que vous voulez, en fonction des postes et des niveaux. Voilà. Donc, mais c'est important de le faire. Même votre servante, entre guillemets, quand vous la recevez à la maison, vous lui montrez où se trouve le réfrigérateur, comment vous rangez la viande, comment vous rangez le poisson. Je veux dire, c'est ça. C'est ça l'onboarding. C'est aider quelqu'un à s'orienter dans l'entreprise qu'il vient d'intégrer. C'est vraiment ça pour être dit de manière terre à terre. Comment est-ce que vous m'aidez à ce que je me sente à l'aise quand je viens d'arriver? Et je pense que c'est une bonne pratique qu'il faudrait répandre. Hein, si vous-même, vous serez chef d'entreprise un jour, si vous n'êtes pas déjà, c'est vraiment bien de prendre le temps de le faire parce que ce que vous avez à perdre, à ne pas le faire, est encore plus, va vous coûter encore plus. Comme si vous monnayez le temps que vous perdez à recruter quelqu'un, vous ne lui donnez pas tous les moyens, il doit se débattre, il faut l'aider. Il va se débattre lui-même, mais vous allez aussi lui apporter au moins le maximum d'aide que vous pouvez. Donc, vraiment, c'est une pratique qu'il faut répandre et sur laquelle il faut passer du temps au début. Plus vous passez du temps sur l'onboarding, ensuite, vous avez un employé qui est de plus en plus autonome dans l'organisation. Très vite, il se montre efficace. Voilà ce que je peux dire comme mot de fin. Et puis, merci à vous tous d'avoir participé. Merci, M. Goré. D'accord. D'abord, concernant l'onboarding, je dirais que pour une entreprise qui veut être performante ou une entreprise qui a une grande vision, elle ne devrait pas se priver de l'onboarding. Parce qu'il n'y a pas meilleur ambassadeur que vos collaborateurs. Souvent, sous nos cieux, même en Occident, quelquefois, on se plaint de ne pas savoir à quel moment est lancé un recrutement dans une telle entreprise. Juste parce que l'entreprise a des ambassadeurs puissants qui sont des collaborateurs, qui sont leurs collaborateurs. Parce que faire de l'onboarding, c'est assurer la pérennité de votre activité. Parce que le recrutement coûte cher aux entreprises. Donc, si chaque 3 mois, bien chaque 6 mois, vous désirez recruter pour un même poste, je pense que la mission de votre entreprise, qui est de vous produire des actifs qui vous produisent de l'argent, elle ne sera pas atteinte. Donc, moi, j'encourage vivement les responsables d'entreprise, les managers, à faire vraiment de cet outil-là un outil d'intégration, un outil de performance. Parce qu'en réalité, c'est ça, c'est un outil de performance. C'est un outil de performance. Parce que ne pas faire de l'onboarding, c'est se faire harakiri, hein, tout simplement. Voilà. Et moi, je tiens vraiment à remercier tous ceux qui ont participé et puis surtout ce genre de webinaire parce que comme le disait tout à l'heure Madame Longuet, si je ne me trompe pas de nom, on entend parler de l'onboarding, mais l'application au niveau des entreprises, souvent, elle est mal faite. Ce qui fait que ça donne l'impression que elle n'a pas été faite parce qu'elle n'a pas été creusée. Parce que l'onboarding, c'est de garder, c'est de fidéliser. Voilà. Moi, en tout cas, je tiens vraiment à dire merci à Régine Pro Consulting pour ce genre de webinaire. Puis merci à tous les participants. Voilà. Merci réellement, merci infiniment. Régine? Merci déjà aux participants. Merci à toutes vos questions. Merci à Maïmouna vraiment. Je sais qu'elle a bousculé son programme pour être là. Merci à Goré aussi. Merci vraiment pour ce sujet. Parce qu'il faut le dire, hein, ce sont des sujets pour lesquels, quand on va même vers des personnes, ils n'aimeraient pas interagir. Pour eux, c'est cheap. Ça ne sert à rien. C'est une perte de temps
parler et interagir sur des sujets pareils. Ça, il faut qu'on vous le dise. Ça n'a pas été facile pour Raïssa de trouver des, des invités parce que beaucoup de gens, pour eux, c'est rien. Moi, mon mot de fin, c'est j'appelle beaucoup de gens à être acteurs. C'est vrai que nous nous plaignons de beaucoup de choses dans l'entreprise. L'onboarding n'existe pas. Est-ce que c'est vrai dans une entreprise? Est-ce que c'est possible? Mais je suis aussi de ceux qui pensent que chacun à son niveau peut commencer à faire quelque chose. Pourquoi? C'est peut-être parce que nous parlons et beaucoup ne font pas que nous nous retrouvons dans des situations que nous vivons en entreprise aujourd'hui. Il peut ne pas avoir un programme d'onboarding dans l'entreprise, mais chacun de nous peut décider d'être un tuteur, un mentor pour quelqu'un. Moi, j'ai eu à le faire. J'ai eu à le faire parce que j'ai vécu difficilement, j'ai jamais même eu d'onboarding dans les entreprises, mais le fait d'avoir compris un peu tôt que c'est important pour les autres, c'est important pour ceux qui viendront travailler avec moi, je me suis auto-proclamée en fait. Je le faisais naturellement et une entreprise dans laquelle j'ai travaillé, ils ont vu que je le faisais naturellement. Vous savez, les entreprises, ils aiment ça, hein. Du moment où on ne t'ajoute pas de salaire et que tu peux le faire d'office, quand des gens arrivaient, ah Régine, on a un nouveau collaborateur qui arrive là, tu n'as pas quelque chose pour lui? Est-ce que, bon, c'est vrai que je ne gagnais pas, mais je vous rassure que le fait de savoir que j'accueillais des gens et que je les mettais à l'aise et qu'ils ne vivaient pas ce que moi j'ai vécu quand je suis arrivée ou bien ce que j'ai vécu dans des expériences antérieures, pour moi, ça dépassait le salaire qu'on pouvait me rajouter dans ma paye. Donc, moi, je nous interpelle hein, tous à l'être. Les entreprises n'ont pas le temps, les gens n'ont peut-être pas le temps, peut-être ils ne savent pas, ou bien ils voudraient aussi quelqu'un qui peut s'autoproclamer. Donc, devenons acteurs. Si nous pensons que nous pouvons le faire pour un nouveau collaborateur, vraiment, n'hésitons pas, à moins que l'entreprise soit vraiment anti. Mais je ne pense pas qu'il existe un chef d'entreprise qui verra un collaborateur mettre les autres à l'aise et dit tu arrêtes de les mettre à l'aise. Donc, je ne pense pas que ça existe, mais on ne sait jamais. Donc, je vous invite tous, je nous invite tous à faire de cet outil un levier aussi personnel, en fait. Et je pense que peut-être derrière nous arriverons à convertir d'autres personnes, nous arriverons peut-être à envoyer un message fort à la tête que bon, tiens, voilà un collaborateur que moi j'ai pris sous ma main et puis je l'ai aidé. Est-ce que ce serait peut-être pas... Et pourquoi pas oser aussi? Il faut oser, voilà, monsieur, voilà, il y a des collaborateurs qui arrivent. Je me donne peut-être un peu du temps pour prendre, je peux mettre sur pied un petit programme pour les aider, pour les accompagner. Parce qu'au finish, rassurez-vous, tout ce que vous faites dans l'entreprise, c'est votre expérience. Vous gagnez une expérience en plus. Moi, je connais un contact aujourd'hui qui a démissionné, qui est dans une nouvelle entreprise, tout simplement parce qu'il travaille dans une entreprise où on ne parlait pas de qualité de vie, de bien-être au travail. Il a fait une de nos formations sur la qualité de vie au travail. Et pour expérimenter, il s'est mis à déployer de petites actions dans son équipe. Et dans les actions qu'il déployait dans son équipe, il y a un fournisseur qui est venu un jour et le fournisseur l'a vu faire des petites actions et tout. Et le fournisseur s'est renseigné. On dit, ah non, c'est un jeune qu'on a recruté, etc. Bon, en tout cas, voilà ce qu'il fait au-delà de son travail. Et il a pu trouver un job qui est mieux rémunéré aujourd'hui. Et rassurez-vous pourquoi? Parce que le fournisseur, en fait, il a vu le changement dans cette équipe quand il est arrivé avant et ce que ce profil fait aujourd'hui dans cette équipe par rapport au service qu'il rend. Donc ne lésignons pas sur des expériences en entreprise. Essayons de faire part, d'être acteurs de pas mal de choses parce que ce sont des expériences qui peuvent nous servir demain aussi. Donc, voilà un peu mon mot de fin. Merci beaucoup. Merci infiniment à tous. Donc, vraiment, je vais dire merci à nos participants. Merci grandement à nos invités, Monsieur Goré, Madame Diarra, disponible lorsque je faisais toujours appel. Voilà, donc vraiment grand merci. Nous espérons vous voir les prochaines fois. Le replay sera disponible sur nos différentes pages dès demain pour les personnes qui ont exprimé le besoin d'avoir cela dans le conversé. Donc dès demain, vous pourrez avoir le replay. À nous revoir pour la prochaine session qui aura lieu le mois prochain avec toujours
un thème aussi percutant et avec des participants aussi chaleureux que vous. Donc, je suis Raïssa Abissama et puis j'espère vous revoir pour les prochaines fois. Merci grandement, vraiment. Merci, merci en grandes lettres. Je vais me répéter encore merci et merci encore, voilà, pour la disponibilité. Merci à vous et à bientôt. OK, merci beaucoup et à très bientôt. Prenez soin de vous. Merci.